Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être présent dans cette vénérable institution qu'est la Société de géographie pour vous emmener en voyage. Ça tombe bien, évidemment, quand on parle du train, on va pendant à peu près 1 heure parcourir le monde pour comprendre comment le train, le ferroviaire, est au cœur des enjeux, évidemment politiques, économiques, sociétaux, écologiques. Cela a été dit en introduction. Et pour ça, ça me paraissait essentiel de voir différents exemples qui vont, je pense, très bien illustrer ces thématiques. Et on va donc faire une sorte de tour du monde en partant de l'Est de l'Europe pour revenir à l'Est de l'Europe. Et vous allez comprendre évidemment le lien. Et tout de suite, ça me semblait évidemment indispensable, vu le contexte actuel, de commencer avec l'Ukraine. La guerre en Ukraine est venue, je pense, directement rappeler le rôle fondamental joué par les chemins de fer. C'est très simple, déjà, la compagnie de chemin de fer ukrainienne, c'est le premier employeur du pays. Alors, avant la guerre, on avait peu entendu parler du chemin de fer en Ukraine. C'était même une compagnie qui pouvait avoir certaines difficultés, il y avait des problèmes de logistique, de corruption, ainsi de suite. Mais au moment de la guerre, juste après l'entrée des troupes russes, immédiatement, les chemins de fer se sont mis à jouer un rôle crucial, et cela sur différents aspects. Sur un aspect, tout d'abord, évidemment, de transport des personnes. C'est évidemment le flux de réfugiés qui partaient en majorité de l'Est du pays, je pense notamment évidemment à la région du Donbass, pour aller à l'Ouest, vers des villes comme Lviv, qui étaient plus épargnées par les conflits. Il y a eu donc tout un transport de personnes extrêmement important à faire, et qui d'ailleurs a continué à travers l'Europe occidentale. Vous savez notamment que de nombreuses compagnies de chemin de fer ont mis à disposition, ils ont accordé la gratuité aux voyageurs ukrainiens à travers le continent. Ça a été le cas des chemins de fer en Allemagne, en France également, ou en Pologne. Et donc, une grande partie de l'arrivée des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens s'est fait par le biais du transport ferroviaire. Mais ça ne s'est pas limité évidemment aux personnes, et très rapidement s'est posée la question centrale des marchandises. Vous le savez, il y a eu évidemment le blocus sur la mer Noire, et donc l'impossibilité pour l'Ukraine de pouvoir exporter ses marchandises. Et vous savez combien l'Ukraine était évidemment un véritable grenier en matière de céréales et autres. Comment les exporter dès lors? Il fallait évidemment envisager l'option ferroviaire. Et donc, énormément de trains de fret ont été mis en marche. Mais c'est posé d'emblée une question cruciale, c'est comment faire passer ces trains de fret de l'Ukraine au reste de l'Europe. Pour une question toute simple, c'est qu'il y a une différence d'écartement. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose de très problématique, et on va en parler à différents moments. C'est-à-dire, l'écartement des rails n'est pas le même dans un grand nombre de pays d'Europe occidentale avec ce qu'on peut voir en Ukraine ou dans les anciens pays du bloc soviétique. J'ai fait cette expérience de vivre cette différence d'écartement à l'époque où il y avait un train de nuit entre Paris et Moscou. Ce train de nuit a été relancé il y a quelques années. Évidemment, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Et j'avais pris cette connexion entre Strasbourg et Minsk. Et à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, vous retrouvez à peu près au milieu de la nuit, vous avez le train qui arrive dans un hangar absolument, vous savez, ce type d'architecture brutaliste soviétique absolument spectaculaire. Et votre train se met à se soulever, sans que vous ayez pris quelconque produit illicite, je vous rassure, vous vous soulevez dans les airs, et en dessous, il y a toute une manœuvre qui se met en place pour changer l'écartement, et ensuite, après quelques heures, ça nécessite plusieurs heures, vous pouvez repartir vers Minsk ou vers Moscou. Aujourd'hui, cette connexion est interrompue, mais surtout, cette problématique de l'écartement, c'est ce qui a empêché aux marchandises ukrainiennes d'arriver dans les autres pays d'Europe occidentale. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai parlé encore récemment avec Clément Beaune, le ministre, peut-être pas plus pour longtemps, des Transports, en tout cas avec Clément Beaune, qui me disait que notamment aujourd'hui, Alstom, les plus grandes entreprises, travaillent pour essayer de simplifier évidemment cette problématique d'écartement. Mais il n'empêche, au moment de la guerre, il y avait vraiment cette difficulté-là, d'autant plus qu'aujourd'hui,
l'Europe est en grand retard sur le fret ferroviaire. Et ça, vous le savez, c'est quelque chose de totalement scandaleux, à tel point que j'avais les responsables des chemins de fer ukrainiens au téléphone, ils me disaient, mais il n'y a plus de wagons de fret disponibles. Et j'appelais après les entreprises de fret qui me disaient, mais effectivement, tous nos wagons sont réservés déjà. Et donc, à moins que l'Europe décide une réquisition des wagons de fret, ce qui n'a pas été fait, nous, on ne peut pas accorder, évidemment, un wagon, des wagons de fret du jour au lendemain. Donc, ça a posé énormément de questions, mais je pense que ça a mis le doigt sur un problème central de logistique, évidemment, au niveau européen. Et puis, évidemment, quand on parle de transport ferroviaire dans un conflit armé, comme ce qui est le cas évidemment de la guerre en Ukraine, c'est le transport aussi des troupes militaires, des armes. Et là aussi, évidemment, ça a joué un rôle central des deux côtés. Parce qu'évidemment, ça a joué un rôle central du côté ukrainien, mais aussi évidemment des troupes russes. Et il faut citer d'ailleurs le courage incroyable de ces cheminots biélorusses. Vous savez, la Biélorussie qui vit évidemment, qui est sous le coup d'une dictature avec Alexandre Loukachenko à sa tête, et des cheminots biélorusses qui ont fait des actes de sabotage pour empêcher les trains russes de venir en Ukraine en passant par la Biélorussie. Et vous imaginez bien ce que risquaient ces cheminots biélorusses. Ayons une pensée pour eux ce soir. Et donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, le train continue d'ailleurs toujours à avoir un rôle crucial en Ukraine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on assiste au retour. Beaucoup de réfugiés reviennent désormais en Ukraine. Et donc, cette fois-ci, alors ce n'est plus le même nombre de trains utilisés, mais il y a quand même toujours des convois qui reviennent, cette fois-ci dans l'autre sens. Et puis, différentes personnalités. Vous le savez, Anne Hidalgo, notamment Boris Johnson ou autres, quand ils se sont rendus en Ukraine, ils ont pris le train, des convois très sécurisés. Donc, ça a montré d'un seul coup un rôle central pour les chemins de fer ukrainiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'emblée, évidemment, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les pays du bloc soviétique et notamment pour la Russie, le train joue un rôle premier. Et là, cette carte, donc toutes ces cartes qui ont été magnifiquement réalisées par l'ami Arthur Beaubois-Jude, qui est cartographe près Jeune Afrique, il est à Géo maintenant, et c'est avec lui que j'ai fait l'ouvrage que vous voyez, Géopolitique du rail, juste à mes côtés, avec nos amis de la librairie de Sciences Po qui sont venus les défendre. En tout cas, ces cartes-là que vous voyez en grand ont été réalisées, cette carte, avant la guerre en Ukraine. Mais déjà, vous allez comprendre qu'au moment de l'annexion de la Crimée, pour la Russie, c'était essentiel de fonctionner avec le train. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez au-dessus, évidemment, la péninsule de la Crimée. Une fois qu'on l'annexe, il y a évidemment tout le débouché par l'Ukraine que la Russie ne veut plus utiliser. C'est pour ça qu'elle va construire un énorme pont sur le détroit de Kertch et un pont, évidemment, routier, mais aussi ferroviaire. C'est Poutine lui-même qui va monter à bord de la locomotive pour inaugurer ce pont. Imaginez l'ambiance pour le conducteur de train à ses côtés. Et donc, il va inaugurer ce pont, qui a été très vite d'ailleurs, au moment de la guerre, attaqué par les forces ukrainiennes. Vous avez peut-être vu les images spectaculaires. Mais le but, comme vous le voyez, c'est que pour Moscou, c'était d'avoir un accès facilité jusqu'en Crimée, sans passer par l'Ukraine. Et de là, évidemment, derrière de la Crimée, d'avoir accès non seulement à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, bref, au reste du pays. Et d'emblée, le train, il faut bien comprendre ça, joue dans l'imaginaire aussi russe, dans le symbolique. Et on sait combien, dans la question civilisationnelle qui est à l'œuvre aujourd'hui, évidemment, quand on aborde la question du conflit russo-ukrainien, le train joue un rôle central. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Ukraine s'est justement mis sur le même terrain que les Russes pour dire, nous aussi, on va jouer la carte ferroviaire et attaquer finalement les Russes sur un domaine hautement symbolique pour eux. Donc vous le voyez, d'emblée pour moi, c'était essentiel de commencer avec l'Ukraine et de vous montrer combien le train joue un rôle essentiel. Mais surtout, si on agrandit un petit peu, si on passe à une échelle un peu plus importante, on va voir que, tout simplement, l'axe ukrainien, aujourd'hui, est un axe central dans les relations entre l'Asie et l'Europe occidentale. Et donc, notamment, pour un pays qui a énormément misé sur le train, je pense auquel? Quel géant qui a vraiment misé sur le train? La Chine, bien évidemment. La Chine, avec ses nouvelles routes de la soie. On arrive dans quelques instants. Désolé pour le petit...
Voilà, c'était juste, voilà. Les nouvelles routes de la soie que vous voyez juste derrière moi. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'idée de faire le lien entre la Chine et l'Europe occidentale avec ces nouvelles routes de la soie, c'est un axe qui passait par soit l'Ukraine, soit la Russie. Donc évidemment rendu d'autant plus compliqué depuis le début de la guerre. Mais les nouvelles routes de la soie, ce n'est pas simplement un axe entre la Chine et l'Europe occidentale, c'est vraiment comment la Chine, sous la volonté de Xi Jinping, veut être reliée au reste du monde par le biais de différentes voies, mais notamment la voie ferroviaire. Et donc, d'ailleurs, si on revient sur cette problématique de la Russie et de l'Ukraine, d'une certaine façon, la Chine l'avait anticipé. Connaissant un petit peu peut-être les volontés expansionnistes de Moscou, et avait d'emblée demandé, c'était une volonté de Xi Jinping, que l'axe commercial vers l'Europe occidentale y ait différents tracés, au nord, au sud, de telle manière, vous pouvez le voir, à contourner certains pays et à ne pas être dépendant d'un seul voisin. Parce que Xi Jinping, évidemment, maîtrise très bien la réelle politique et sait que si d'un seul coup il se retrouve en conflit avec un pays, il faut pouvoir avoir un autre débouché. C'est ainsi que dans ces axes des routes de la soie entre la Chine et l'Europe occidentale, vous voyez vraiment différents tracés. Et à chaque fois, c'est la même chose. Évidemment, la Chine exporte énormément. Et je vous invite à aller voir dans les gares de fret ferroviaire à Duisbourg ou à Lyon. Par contre, que les trains qui reviennent, qui repartent, il y a quelques bouteilles de Bordeaux, mais c'est à peu près tout. Dans notre exportation, on comprend vraiment la balance commerciale entre l'Europe et la Chine en regardant les trains des nouvelles routes de la soie. Mais comme je vous l'ai dit, ces nouvelles routes de la soie, elles incarnent vraiment, là aussi, une volonté pour la Chine de se développer sur le ferroviaire dans un point de vue commercial, et on va le voir même à travers le monde, parce qu'il y a énormément de projets aujourd'hui financés par la Chine, très très loin des frontières chinoises. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Chine mise sur le train, c'est parce qu'elle est devenue un géant ferroviaire sur différents aspects. Déjà, si on va voir cette carte, vous aurez une idée de l'évolution du réseau à grande vitesse chinois. Imaginez que la Chine, c'était un tout petit pays en termes ferroviaires il y a encore une trentaine d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a évidemment une émergence d'une classe moyenne qui arrive en Chine, et puis surtout il y a une saturation des couloirs aériens. C'est pas tellement, il y a le tropisme écologique, mais c'est peut-être aussi une forme d'excuse parce que tout simplement il y avait plus de place pour faire circuler les avions, et donc il fallait que la population se déplace, et donc il y a eu une accaparation incroyable de la technologie, la grande vitesse ferroviaire par la Chine, qui au départ travaille un petit peu avec les géants occidentaux, Alstom, Siemens, mais très rapidement, évidemment, ils vont s'accaparer cette technologie et ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Tout simplement, le géant, vous le voyez tout en haut, il y a le top 5 des constructeurs. En 2019, les écarts se sont encore agrandis. Et malgré les fusions aujourd'hui entre les géants, c'est évidemment le géant chinois qui est maintenant le plus grand fabricant de TGV au monde. Vous voyez, le TGV, cette fameuse fierté française, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le constructeur numéro 1 au monde, c'est les Chinois, et notamment parce qu'ils les exportent dans beaucoup de pays, notamment asiatiques. Aujourd'hui, on utilise le TGV chinois. Alors, il a failli avoir un petit problème à un moment, parce qu'il y a eu un accident quand même qui a fait un grand nombre de morts. Donc, on s'est dit, ils sont peut-être pas si sûrs, les TGV chinois, mais très rapidement, ils ont amélioré les choses, et aujourd'hui, effectivement, ils sont leaders. Un but, évidemment, technologique, de devancer notamment le voisin qui est le Japon. Vous le savez, pays bien connu pour ses Shinkansen, ses TGV. Mais les Shinkansen, ils sont chers, ils sont compliqués à mettre en place. Et donc aujourd'hui, le Japon est en train de perdre cette guerre du TGV, alors même que le Japon était pionnier en matière de grande vitesse ferroviaire. Mais si la Chine mise autant sur le train, c'est pas juste pour des intérêts économiques, politiques, technologiques, c'est aussi pour des intérêts idéologiques. Parce que le train, c'est une manière pour Pékin d'affirmer sa mainmise sur toutes les cultures dites minoritaires. C'est montrer la mainmise de l'ethnie majoritaire des Han sur d'autres ethnies, et notamment, évidemment, les Tibétains. Et j'en veux pour preuve cette ligne incroyable. Imaginez la prouesse, le défi d'ingénierie que de construire une ligne à travers le plateau tibétain, là où l'oxygène presque manque pour les voyageurs, et d'arriver jusqu'à Lhasa. Ce défi d'ingénierie, il a été réalisé même avant Xi Jinping par Hu Jintao. C'était lui qui était à l'œuvre depuis Pékin. Et puis aussi, le développement, vous le voyez plus au nord,
de réseau de trains au niveau de la communauté ouïghour, où là aussi l'idée c'est tout simplement de permettre au maximum de Chinois de l'ethnie Han de venir, de se déplacer et ainsi de prendre place dans ces régions pour tout simplement une forme de politique assimilatrice qui est à l'œuvre. Et aujourd'hui, ça se développe à grande vitesse. Et donc, la ligne même que vous voyez qui est en bas vers le Tibet, elle va aller jusqu'au Bhoutan et au Népal. Et vous le voyez qu'il y a vraiment une géopolitique qui se fait aussi, évidemment, avec les pays voisins. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre cette dynamique chinoise qui est à l'œuvre, pour voir que là, on a vraiment cette idée sur vraiment différentes facettes. Je m'arrête vraiment beaucoup sur la Chine parce que vous l'aurez compris aujourd'hui, pour comprendre la géopolitique ferroviaire, le rôle de la Chine, il est premier. À tel point qu'on va parler de Chine, mais cette fois-ci en allant sur un tout autre continent. Nous partons en Amérique latine. C'est un projet absolument dingue dont je vais vous parler, et pourtant je pense que peu d'entre vous en ont entendu simplement le nom. C'est un projet qui consiste à relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, de faire, selon les mots d'Evo Morales, l'ancien président de la Bolivie, le canal de Panama du XXIe siècle, un canal de Panama ferroviaire. En allant depuis, vous le voyez, le Pérou jusqu'au Brésil, vous voyez, c'est la ligne en jaune, en traversant la Bolivie. Alors quel intérêt ? Évidemment, déjà pour la Bolivie, par exemple, ce pays qui n'a pas de débouché maritime, ça a été l'objet d'un long conflit, évidemment, avec le Chili, d'avoir ce débouché maritime. Et puis surtout, évidemment, on imagine le transport de marchandises et de passagers. Mais surtout, je vous ai dit, en fait, celui qui est derrière ce projet, c'est ni le gouvernement péruvien, ni bolivien, ni brésilien, c'est Pékin. Pourquoi Pékin finance ce projet de ligne à travers l'Amérique latine? Parce que Pékin a besoin d'avoir accès à une denrée en particulier, qui est le soja. La Chine n'arrive plus à produire le soja pour sa population. Or, aujourd'hui, qui produit le soja? C'est le Brésil, notamment. Et donc, de cette manière, évidemment, la Chine va avoir accès à cette richesse-là, à ces ressources, et permettre un débouché soit du côté Pacifique, soit du côté Atlantique, pour ensuite, évidemment, monter sur les bateaux. Il y a vraiment une forme d'intermodalité à l'œuvre, spectaculaire, parce qu'évidemment, les nouvelles routes de la soie, c'est aussi le transport maritime, c'est aussi ces grands géants, évidemment, maritimes, ces porte-conteneurs, qui vont emmener ces denrées. Je pense au soja, il y en a d'autres, il y a aussi le cuivre, il y a différentes ressources qui sont convoitées. Mais ce projet, évidemment, il illustre bien, à la fois, évidemment, comment la Chine, par ce biais-là, arrive à mettre finalement son emprise sur ces pays, qui eux-mêmes, vous imaginez bien, ces pays n'auraient pas les moyens de financer un tel défi d'ingénierie. Car à chaque fois, quand on parle évidemment de ferroviaire, il y a des coûts astronomiques derrière. Parce que s'il y a quelques voies existantes, il y a beaucoup de voies à créer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les projets de lignes transandins, c'est-à-dire qui traversent les Andes, ont tous capoté dans le passé. Et pour l'instant, d'ailleurs, celle-là est en chantier, elle n'est pas encore inaugurée, mais vous voyez toutes les quelques tentatives en brun ou en vert qui ont toutes essayé, mais non sans difficulté et sans relier, évidemment, les deux rives, comme c'est le cas de ce projet absolument spectaculaire. Alors vous le voyez, évidemment, à travers cet exemple-là, qui aujourd'hui pourrait d'ailleurs bien se développer parce qu'il y a des couleurs politiques qui sont assez proches entre ces pays. Vous le savez, depuis évidemment le départ de Jair Bolsonaro, son remplacement par Lula au Brésil, maintenant vous avez trois pays qui sont plutôt à gauche de l'échiquier politique, et vous savez combien les couleurs politiques en Amérique du Sud comptent énormément, et leur cohésion peut permettre d'accompagner des projets. À la nuance près, quand même, ce sera le petit bémol, c'est que la Chine, dans son dernier discours, Xi Jinping, a quand même, parce que oui, la Chine connaît des difficultés économiques, vous le savez, et a commencé à freiner un petit peu sur les projets des nouvelles routes de la soie. Il n'empêche, il faudra évidemment voir ce que ça va donner, mais c'est un projet à suivre. Mais évidemment, cette grande puissance ferroviaire de la Chine, elle n'est pas sans taquiner un pays. Quel pays voit très mal? Les États-Unis, bien évidemment. Et donc, on monte un petit peu, et on arrive aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
les États-Unis, ça a été un pays pionnier dans le développement ferroviaire au 19e siècle. Alors, de manière totalement anarchique. Au début, vous savez, le train s'est développé aux États-Unis, c'était la conquête de l'Ouest. Alors, dans la conquête de l'Ouest, chaque compagnie développée avec ses propres écartements, c'était totalement anarchique. On essayait de relier là aussi, d'aller le plus loin possible dans les terres. Mais il n'empêche, le réseau s'est construit et a permis notamment, évidemment, cette unification. Il a connu de vraies difficultés, avec notamment la guerre de sécession. Mais surtout, ensuite, c'est au XXe siècle que le chemin de fer américain va connaître une crise terrible. Une crise due à quoi? Évidemment, au développement de la voiture, parce que les autoroutes vont être largement financées par l'État, évidemment ensuite par le développement aérien, avec une nuance, c'est-à-dire que si le transport de passagers est totalement impacté aux États-Unis, c'est-à-dire il y a vraiment une décadence totale, le fret, lui, fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est l'un des pays, les États-Unis, qui est le plus performant en matière de fret ferroviaire. C'est-à-dire pour faire passer les grandes marchandises, les grands convois de marchandises, ça on les voit, mais les passagers, eux, prennent l'avion ou la voiture. Sauf que, et très souvent, le train, c'est une affaire de personnes passionnées. On a eu en France Jean Castex, grand passionné du ferroviaire. Vous le savez, il a écrit un livre dans sa vie, Jean Castex, sur le train, un train dans les Pyrénées. Et c'est grâce à Jean Castex que maintenant, vous avez de nouveau des trains de nuit, alors qu'ils ont été supprimés par Emmanuel Macron, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, là, on a un autre passionné de train. Le Jean Castex des États-Unis, c'est Joe Biden. Joe Biden est un amoureux du train. Imaginez-vous que ce sénateur, il prenait le train pour aller de Wilmington, là où il était, à Washington. À peu près le seul sénateur qui fait ça, hein, vous imaginez bien. Il a lancé sa première campagne électorale depuis où? Depuis une gare. Vous voyez comme c'est beau? Ça, aux États-Unis, c'est complètement rare. À tel point que quand il est vice-président de Barack Obama, Joe Biden, déjà, il va dire à Barack, il faut absolument que tu mises sur le train. Il va y avoir une première étape avec Obama de relance du train en misant notamment sur la grande vitesse ferroviaire. Et là, il faut bien dire, les États-Unis, ils sont à la ramasse en grande vitesse ferroviaire. 2 projets de grande vitesse, à peu près. Il y en a un côte Est, c'est la Express, entre les grandes villes de la côte Est, New York, Boston. Et de l'autre côté, c'est le projet de TGV californien. Mais alors, le projet de TGV californien, on pourrait faire un roman là-dessus. Imaginez-vous, alors il y a des personnalités incroyables, il y a Schwarzenegger évidemment, qui a été un militant fort, qui voulait, tenez-vous bien, faire venir les Chinois pour construire le TGV californien. Ça n'est pas passé. Mais il y a eu plein d'histoires, bref, aujourd'hui son tracé, il fait débat, évidemment les élus républicains sont vent debout contre le train, imaginez-vous, pour eux c'est presque un objet communiste, et donc évidemment dans ce contexte-là, ça n'avance pas. Biden essaye cette relance quand il est vice-président d'Obama, mais sans grand succès. Par contre, évidemment, arrivé à la fonction suprême, à la Maison-Blanche, Joe Biden va en profiter et va utiliser notamment le contexte de la crise sanitaire pour dire il faut relancer les infrastructures aux États-Unis, c'est son fameux plan. Et là, il sort des sommes colossales, à l'échelle des États-Unis, pour relancer le transport de passagers. Avec ce rêve, il parle même de relancer, de faire voyager les gens d'une côte à l'autre en train. On en est très loin. Surtout que le problème, c'est que même s'il va mettre comme ministre des Transports Pete Buttigieg, qui était l'un de ses rivales à la primaire démocrate, une sorte de jeune très fringant, un peu une sorte de Clément Beaune américain, même s'il met Pete Buttigieg, ça ne marche pas complètement. Pourquoi? Parce que les montants investis, si on les compare avec la Chine, on est tellement loin du compte. Parce qu'à l'échelle américaine, c'est évidemment un pas de géant, mais à l'échelle mondiale et en comparaison avec la Chine, évidemment, les montants ne permettent pas encore ce développement d'une grande vitesse ferroviaire comme on pourrait l'attendre à l'échelle des États-Unis. Même si le but et les affirmations sont celles-ci, ils disent on ne veut pas laisser aux États-Unis le monopole de la grande vitesse ferroviaire. Ce sont les mots de Joe Biden à l'anniversaire de la compagnie nationale qui s'appelle Amtrak. D'ailleurs, on le surnommait Amtrak Joe. Amtrak, c'est le nom de la SNCF américaine. Et en fait, pourquoi Amtrak a tellement mal fonctionné? C'est une fois de plus l'idée que Amtrak a été privatisé à un moment. Or, le train, évidemment, dans tous les exemples, l'exemple évidemment anglais, vous le savez, qui renationalise les Anglais, le chemin de fer actuellement, ils l'avaient privatisé. C'était une volonté de Thatcher. Vous avez peut-être vécu cette expérience de prendre ne serait-ce qu'un billet en Grande-Bretagne de train. Vous avez 3 machines
pour les mêmes destinations, le prix de l'aller-retour vous semble même plus cher que le prix de l'aller. Vous ne comprenez rien, à moins d'être surdiplômé, bac+8. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu qu'évidemment, il y avait des problématiques. Et je pense que l'un des plus grands échecs de la privatisation, ça a été la catastrophe ferroviaire qu'il y a eu en Grèce. Vous l'avez sans doute vu il y a quelques mois, qui, sous les préconisations de l'Europe, les chemins de fer grecs ont été privatisés. C'est un opérateur italien qui gérait ça, qui n'avait fait aucun des travaux préconisés. Et donc, quand même incroyable qu'en 2023, il y ait deux trains qui se rentrent l'un dans l'autre, parce que tout simplement la signalisation n'était pas opérationnelle. Donc, on en voit les limites. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Joe Biden l'a bien compris, et c'est que, évidemment, si on veut développer le ferroviaire, il faut injecter impérativement de l'argent public. Il y a évidemment un continent dont on n'a pas parlé. C'est l'Afrique, évidemment. L'Afrique où nous allons tout de suite. Et en Afrique, alors déjà, ça c'est pour vous montrer les lignes chinoises en Afrique. Le premier projet de la Chine-Afrique, c'était une ligne de train. C'était la ligne du Tazara, qui va de Dar es Salaam jusqu'à Kapiriamboshi en Zambie. C'est la première fois que la Chine investit autant en Afrique. Et là, évidemment, c'est un chantier majeur. À ce moment-là, la Chine n'est pas du tout la puissance économique qu'elle est. Et donc, on est dans les années, vous le voyez, hein, l'inauguration du Tazara, je pense que c'est marqué 1976, vous le voyez. Mais ce premier projet va évidemment derrière donner une envie à la Chine de développer le train en Afrique subsaharienne, ce qui est d'autant plus intéressant alors que quand on lit les rapports du FMI, alors ça il faut dire les rapports du FMI sur le train, en Afrique, le FMI demandait aux pays africains, dans les années 90 encore, d'arrêter toute connexion ferroviaire et même d'enlever les voies ferrées. Aujourd'hui, les mêmes demandent à développer le train. Voilà, il faut essayer de suivre, hein, c'est pas toujours facile. Alors vous allez me dire, on reparle de la Chine, mais quand on parle de l'Afrique, il y a toute cette dimension coloniale ou néocoloniale qui est présente, et la France n'est jamais loin non plus, évidemment. Et là, je vais vous parler de quelqu'un dont on a un peu oublié qu'il avait investi dans le train en Afrique. Maintenant, on l'associe plus à Pascal Praud et à ce type d'information, entre guillemets. C'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il avait un rêve. Il a été extrêmement entreprenant en Afrique subsaharienne. Vous savez, il a développé les ports pour avoir accès, évidemment, aux richesses de ces pays et de les ramener et d'en gagner de l'argent. Mais surtout, il avait un rêve, c'était de construire une boucle ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Alors cette histoire-là, là aussi, il faudrait faire un roman sur cette boucle ferroviaire, parce que l'idée, c'est de relier, vous le voyez, Abidjan à Cotonou en passant par le Burkina Faso et le Niger. Alors pourquoi? Pas tellement pour le transport de passagers, c'est parce que évidemment dans l'interland, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, vous avez des mines, vous avez plein de richesses qu'il faut pouvoir exporter le plus facilement sur les ports du golfe de Guinée, là même, vous le savez, où Vincent Bolloré détenait les ports, puisqu'il a vendu toutes ses activités. Toute cette histoire-là, c'est une histoire passée. Et aujourd'hui, cette boucle ferroviaire, en fait, Bolloré avait construit seulement 200 kilomètres de voies qui sont perdues aujourd'hui au milieu du désert dans le Niger. Il y a juste quelques chèvres qui passent dessus, il n'y a aucun train, mais il y a les lignes, les voies ferrées, c'est pas très très loin de Niamey. Le Bénin regardait un peu d'un mauvais œil l'ingérence de Bolloré et a préféré confier à la Chine une partie du tronçon. Et surtout, en fait, il y a eu énormément de renversements à la tête de ces pays. Or, évidemment, c'était des pays... beaucoup de dictateurs étaient des proches de Vincent Bolloré. Je pense à Alpha Condé en Guinée, je pense évidemment au Togo, et il y a des mains au Togo, et différents dirigeants proches de Vincent Bolloré qui aujourd'hui ne sont plus forcément au pouvoir. Donc ça fait moins d'alliés sur place. Et surtout, Vincent Bolloré voulait, et c'est ce qu'il met en œuvre, il a vendu tous ses actifs dans la logistique, les bateaux, les trains, en Afrique. Ça a été des cessions très élevés, des montants, vous avez vu sans doute passer ça dans la presse, qui ont été d'autant plus élevés que après la crise sanitaire, vous avez dû voir que pendant la crise, tous les géants maritimes, MSC, CMA CGM, ont engrangé des milliards de profits. Parce que d'un seul coup, tout le monde était chez soi et voulait commander sur Amazon le dernier fer à repasser. Et donc, il fallait les emmener de Chine notamment
sur bateau. Donc les porte-conteneurs se sont fait des marges de dingue. Et donc Vincent Bolloré, en industriel affûté qu'il est, a attendu ce moment-là, évidemment, pour vendre au prix le plus haut à ses armateurs ses activités de logistique. Et donc maintenant, c'est MSC qui a cette ligne. Peu de chances qu'ils vont relancer cette boucle ferroviaire, parce que cette boucle ferroviaire, sur laquelle il y avait différents entrepreneurs même. Un temps, Michel Rocard, imaginez-vous bien, Michel Rocard s'était associé avec un entrepreneur béninois pour relancer aussi cette boucle ferroviaire. Je vous dis, c'est un vrai roman. Mais en tout cas, Vincent Bolloré a vite compris qu'il n'allait pas immédiatement gagner de l'argent, et il avait investi de l'argent personnel pour ce projet qui lui tenait, vous l'aurez compris, tout particulièrement à cœur. Donc vous voyez, à chaque fois, avec le ferroviaire, on est au cœur d'enjeux politiques, économiques. On voit combien le train, plus que jamais aujourd'hui aussi, va susciter et suscite la convoitise des grandes puissances. Et je pense que l'exemple de l'Afrique subsaharienne en est un bon exemple, où on voit évidemment le continent à la merci de ses prédateurs. Parfois, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces nouveaux colons. Il y a quand même quelques contre-exemples. Le Nigeria, qui va développer, par exemple, son propre système de chemin de fer. Et puis, un exemple spectaculaire, le plus long train au monde, il est où? Il est en Mauritanie. C'est le train du minéralier. Et ce train, les Mauritaniens en gardent la gestion. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de Bolloré. C'est juste la Mauritanie. Et si j'en parle évidemment aussi dans le livre, c'est qu'il y a un impact géopolitique très clair. Vous le voyez que la ligne de train longe le Sahara occidental. Évidemment, zone de conflit toujours extrêmement forte entre le Front Polisario, le Maroc, l'Algérie. Vous connaissez l'histoire. Mais cette ligne de train, ils ont même dû modifier son tracé à un moment, ce que je montre là, pour faire face au moment des conflits. Il reste que ce train du minéralier, il faut le retenir pour au moins deux choses. Le plus long train au monde. Regardez les images de ce train, c'est absolument spectaculaire. Vous pouvez même monter à bord, parce qu'il y a tout le train du minéralier. Et à la fin, vous avez une petite voiture, si jamais ça vous tente d'aller en Mauritanie. Et se rappeler aussi que c'est un train qui ne subit pas l'ingérence de puissances étrangères et qui est géré directement par le pays. Je voulais un instant, je l'ai évoqué très rapidement, mais revenir sur l'exemple qui, je pense, est aujourd'hui intéressant à l'échelle européenne, des trains de nuit. Parce que si on parle de politique européenne du rail, il y a évidemment, si l'Europe a une carte à jouer, c'est notamment sur les grandes dessertes, les dessertes qui vont traverser les pays. Or, c'est un vrai enjeu en termes ferroviaires de faire des lignes qui vont d'un pays à l'autre. Parce que très souvent, la signalisation, il faut changer le personnel, il y a d'autres équipements. Bref, c'est très compliqué, très coûteux. Mais l'histoire du train de nuit, c'est aussi, je pense, la limite. Et on a vu sans doute comment des politiques ultralibérales en termes de ferroviaire ne peuvent pas fonctionner. Je m'explique. Un petit retour en arrière. Je vous ai déjà un petit peu annoncé la couleur. On est en 2019. Il y a un rapport d'un sénateur socialiste, Philippe Duron, c'est son nom, qui dit « Le train de nuit, c'est mort. Ça sert à rien. Il faut remplacer ça, notamment par des bus. » Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie et se dit « Mais c'est fantastique, on lance les fameux cars Macron. » Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de monter dans un bus à 2h du matin à Clermont-Ferrand qui arrive à peu près à 3h du matin sans que vous soyez informé et qui va arriver à Marne-la-Vallée à 6h15 du matin pour voir les limites de ce mode de transport et de peut-être pas penser que à l'heure des préoccupations écologiques, le bus soit forcément l'avenir. En tout cas, les bus Macron essuient un échec total. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les lignes de train de nuit sont supprimées les unes après les autres. Pareil en Allemagne, la SNCF revend le matériel, hop, on va se faire un peu d'argent. Mais il y a un pays à l'échelle de l'Europe qui, lui, va se dire, moi, je ne vais pas dans cette logique-là, je vais faire le contraire, c'est l'Autriche. L'Autriche se dit, au cœur de l'Europe, nous, on a une carte à jouer avec le ferroviaire. Pourquoi on a une carte à jouer? Parce que déjà, le dessin même de l'Autriche, vous le savez, géographiquement, c'est un dessin qui appelle le train de nuit. Parce qu'il y a du train, évidemment, il y a des montagnes qu'on doit traverser, et surtout d'aller de Bregenz à Vienne, eh ben, ça prend du temps, et le train de nuit, c'est une desserte optimale. Et donc les Autrichiens, pendant que chez Emmanuel Macron, pendant que chez Merkel, on revend les trains de nuit, les Autrichiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent les trains de la SNCF, de la Deutsche Bahn, ils les utilisent comme train de nuit. Aujourd'hui, l'Autriche
est devenu le leader des trains nuit dans toute l'Europe. Et donc maintenant, quand on vous dit, quand Clément Beaune prend l'avion pour aller à Berlin et se faire une photo dans le train de nuit Berlin-Paris, incroyable cette histoire quand même, c'était il y a quelques jours, et qui dit c'est la relance du train de nuit, mais c'est pas du tout la relance du train de nuit français. Le Paris-Berlin, c'est des wagons autrichiens. Point barre. Et en fait, il y a juste un partenariat, c'est-à-dire que la France vend les billets sur le site de la SNCF, vous pouvez vendre ça et vous pouvez avoir un conducteur français sur la partie française. Mais sinon, ce sont bien les Autrichiens qui ont compris ça, qui ont compris combien, à l'échelle même de l'Europe, l'Autriche, de par sa position centrale sur le continent européen, pouvait jouer évidemment une place centrale. Et donc, aujourd'hui, vous allez avoir un grand nombre de dessertes. Vous avez le Paris-Vienne, vous avez le Paris-Berlin, non sans mal. Hein. La relance du train nuit est compliquée. Vous avez même des investisseurs privés qui y vont aujourd'hui. Une start-up, Midnight Trains, qui est dirigée par Adrien Aumont, qui a fondé KissKissBankBank il y a quelques temps. Et Adrien Aumont, avec l'argent d'un certain Xavier Niel, relance le train de nuit. Et son but, c'est dès l'année prochaine d'avoir depuis Paris des connexions vers Barcelone, vers Rome, et ainsi de suite, en se disant qu'aujourd'hui, évidemment, face aux préoccupations environnementales, face au fait que plus beaucoup de gens ont envie de passer des heures dans des couloirs de sécurité à l'aéroport à 6 heures du matin pour monter dans une sorte de bétaillère comme EasyJet. Et donc face à ça, il y a évidemment un appétit pour le train de nuit à développer. Mais une chose est sûre, c'est que ce sont les Autrichiens qui ont pris une longueur d'avance, comme vous pouvez le voir à travers cette carte, qui je pense est extrêmement parlante. Il n'empêche que l'Union européenne, très clairement, elle a un rôle à jouer en matière ferroviaire. Et d'ailleurs, elle le joue d'une certaine façon. Pas forcément encore dans le financement des trains de nuit. Il peut y avoir des aides sur ce secteur. Mais c'est surtout sur les grands projets d'infrastructure. Il y a un grand projet d'infrastructure dont vous avez entendu parler, qui lui aussi suscite la controverse, c'est le Lyon-Turin. Mais c'est pas ce projet-là, financé par l'Union européenne, sur lequel je vais m'attarder, parce qu'on en parle déjà beaucoup du Lyon-Turin, mais d'un projet beaucoup moins connu, et pourtant c'est le principal projet financé par l'Europe en matière ferroviaire. Je vous emmène à la découverte, pour finir notre petit tour du monde, de Rail Baltica. Je vous l'avais dit qu'on allait revenir à proximité de la Russie. Ce projet Rail Baltica, il consiste à relier la Pologne, donc l'Union européenne, l'ensemble des pays baltes, qui appartiennent évidemment à l'Union européenne, Lituanie, Lettonie, Estonie, à créer une ligne de chemin de fer, que vous voyez, pour relier ces pays. Pourquoi ce projet est financé par l'Union européenne? Parce qu'aujourd'hui, les pays baltes, leur connexion ferroviaire, elle va vers où? Vers la Russie. Le seul accès, c'est la Russie. Et de nouveau, c'est cette question d'écartement. C'est-à-dire que comme leur écartement est russe, héritage évidemment de la période soviétique et même d'avant, les connexions de transport, passagers, marchandises, vont vers la Russie. Or, évidemment, il y a un peu actuellement des tentatives, on va dire, expansionnistes, n'est-ce pas, de Moscou. Donc, dans ce contexte-là, les pays baltes ont voulu un rapprochement ferroviaire aussi avec l'Union européenne. C'est ainsi qu'est rentrée en jeu l'Europe pour ce projet, pour donc créer une nouvelle ligne à l'écartement européen, cette fois-ci, pilotée depuis Bruxelles. C'est d'ailleurs Catherine Trottmann, l'ancienne ministre de la Culture, qui pilote ça depuis Bruxelles, mais avec aussi un autre partenaire sur cette ligne, c'est l'OTAN. Parce que l'OTAN veut faire évidemment de cette ligne une ligne pour le transport des militaires et des armes. C'est ce que craignait la Russie, et pour le coup, Moscou avait raison. Évidemment, cette ligne n'a pas juste un but touristique. On n'est pas juste pour aller visiter Vilnius, ça va être sympa, on va avoir une connexion sympathique. Non, c'est évidemment aussi dans un but stratégique qu'est lancé ce chantier. Un chantier colossal, et qui finalement résume bien à lui seul, je pense, tous les enjeux qu'on a vus géoéconomiques et géopolitiques mondiaux. Tout est un peu concentré sur cette ligne, puisqu'à l'extrémité, à Tallinn, il y a ce projet complètement dingue de poursuivre le Rail Baltica avec un tunnel sous-marin. Ce serait le plus long tunnel sous-marin au monde, bien plus long que le tunnel sous la Manche, pour arriver à Helsinki, en Finlande. Et là, qui va financer ce tunnel? Parce que ça coûte cher, vous imaginez un tel tunnel, c'est la Chine. Dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie, qui se dit, on peut avoir un bon débouché pour nos produits. Mais ça, la volonté de la Chine, c'était avant la guerre en Ukraine.
Là, depuis, ils ont un petit peu ralenti. Ils en ont peut-être envie, mais le problème, c'est qu'évidemment, la Russie voit pas forcément d'un bon œil que Pékin veuille financer un projet lié aux pays baltes. Et il y a aussi quelque chose qui fait un petit peu tiquer et un peu grincer Moscou, c'est que la Lituanie, notamment, ça fait partie de ces rares pays, il faut le souligner, qui soutiennent Taïwan. Et ça, évidemment, ça reste un casus belli pour la Chine. Il n'empêche, tout est encore en discussion, mais vous le voyez, je pense que ce projet de Rail Baltica, il illustre à merveille les différentes problématiques. Il y a évidemment toutes les puissances qui se retrouvent. Il y a la Russie, il y a l'Union européenne, il y a la Chine, et il y a évidemment ces pays baltes qui se retrouvent là. Et on voit combien le train, c'est vraiment ce cordon ombilical indispensable pour les peuples, pour les marchandises, d'un point de vue stratégique également. Et on le voit vraiment à toutes ces échelles. C'est pour ça que ça me paraissait essentiel, évidemment, de boucler la boucle en revenant, évidemment, à Rail Baltica et en revenant au pourtour, on va dire, russe, pour montrer, dans ce cadre de la Société de géographie, combien le train, qui pouvait être vu parfois comme un mode de transport presque décadent, et c'est vrai, on prenait plus le train. Et d'un seul coup, je pense que la crise sanitaire a été d'ailleurs un accélérateur très clair là-dessus. Les préoccupations environnementales ont montré que, évidemment, le ferroviaire est tout sauf juste un enjeu, des petites lignes touristiques qu'on va visiter l'été. Et que non, aujourd'hui, la desserte ferroviaire, c'est bien des axes géostratégiques majeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, en prenant un train, peut-être plus que jamais, c'est le meilleur moyen, à mon sens, de comprendre une zone géographique, sa population, ce que les gens vivent sur place. Pour ça que je crois que je recommanderai jamais assez de prendre le train pour 1000 aspects, mais aussi pour mieux connaître et mieux comprendre celles et ceux qui nous entourent. Merci. Deux questions. L'écartement des rails, d'abord. Sauf erreur, il y avait également un écartement des rails entre l'Espagne et la France. Et il a été supprimé. Alors effectivement, vous avez évoqué celui de Brest-Litovsk, là, quand on passe en Biélorussie. Est-ce qu'il y a une malice géopolitique d'un côté ou de l'autre à maintenir cet écartement des rails qui quand même simplifierait beaucoup les choses, qui permettrait aux chars russes d'aller de Moscou à Paris, par exemple. Et puis, par ailleurs, concernant l'organisation des territoires, effectivement, le train joue un rôle essentiel. Vous avez évoqué le Japon. Je crois que s'il y a un pays où le train va vraiment jusqu'aux plus petites ramifications de l'archipel, c'est bien celui-ci. Et dernier point, si je peux, le fret. Ça me paraît une évidence écologique. Malgré toutes les bonnes intentions affichées, on n'arrive pas à avoir une politique du fret en France, ce qui est à la limite scandaleuse. Vous l'expliquez comment ? Alors, je vais prendre les différents points. Tout d'abord, la question de l'écartement. Il y avait toujours un peu cette mythologie que, notamment, cette différence d'écartement, elle a été faite pour empêcher justement d'un point de vue stratégique l'entrée de convois, notamment par exemple dans l'Empire russe et ainsi de suite. En fait, quand on fait des recherches un peu poussées, on se rend compte que c'est l'une des théories, mais elle est un petit peu fumeuse et qu'en fait ça obéissait beaucoup plus à une forme de système, je vous l'ai dit, un peu anarchique, comme aux États-Unis. Je vous ai donné cet exemple où, au moment du développement du train, beaucoup de compagnies privées font des écartements différents, d'ailleurs qui n'arrivent pas à se connecter entre eux, et au début, il y a un petit peu cet aspect-là. Il n'empêche qu'il y a pu avoir après cet aspect et que ça a pu évidemment servir. Vous avez raison de rappeler l'exemple de l'Espagne. Aujourd'hui, évidemment, les lignes de grande vitesse, c'est notamment ce que développe l'Espagne, c'est-à-dire que en créant des nouvelles lignes, puisque les lignes à grande vitesse sont des lignes in extenso, d'ailleurs dont il faut un peu se méfier d'un point de vue écologique, parce que si on parle évidemment du bilan écologique flatteur du train, il faut faire attention que les infrastructures ferroviaires, elles, ne le sont pas, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut avoir raison gardée d'un point de vue environnemental sur la création de nouvelles lignes à grande vitesse, et peut-être juste accepter de prendre le train, ça prend du temps, et c'est pas bien grave. Si on veut simplement vivre dans une meilleure planète, faire un trajet en 4 heures à la place de 3 heures, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, l'Espagne a développé beaucoup de lignes à grande vitesse qui lui permet d'éviter, évidemment, la problématique de l'écartement.
Sur la question du Japon, évidemment centrale, je rappellerai déjà que les 2 pays où la population prend le plus le train au monde, alors il y a le Japon déjà. Est-ce que vous savez le deuxième? La Suisse, j'ai entendu la Suisse. Eh bien, évidemment, ce sont nos amis suisses. Peut-être parce que, c'est intéressant, ces 2 pays ont compris plusieurs choses. Le cadencement, la ponctualité. Ils ont aussi des territoires, évidemment, qui sont relativement restreints. Et puis surtout, il y a quelqu'un à parler de l'Italie, et il faudrait citer que l'Italie fonctionne très bien en matière ferroviaire, pour une raison très simple, aussi en question de tarification, parce que vous le savez, il y a l'opérateur qui exploite les trains, et il y a évidemment ceux qui gèrent les lignes, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau. Et en France, ça coûte très cher de faire circuler les trains, ce sont le coût des péages. Or, en Italie, l'Italie est l'un des pays où le coût des péages est le plus faible, ce qui permet aux tarifs en Italie d'être plus faibles pour prendre le train. Donc, c'est évidemment l'un des intérêts, c'est un pays qu'il faut citer. Mais la Suisse, il reste que la Suisse, elle est incroyable, évidemment. Vous pouvez aller à peu près partout en train, et si jamais le train ne vous emmène pas partout, vous avez le car postal qui vous attend. C'est magnifique quand même. Donc, ils ont compris, évidemment, quelque chose de central là-dessus, et ils se sont rapprochés là-dessus. Avec un petit mot encore sur les chemins de fer japonais, où la particularité est qu'ils ne gagnent pas de l'argent, c'est des chemins de fer privés, des compagnies privées, mais ils gagnent de l'argent dans leur modèle, non pas en exploitant le train, mais en exploitant les gares, les hôtels, les commerces qui leur appartiennent. Donc c'est un tout autre modèle économique qui a été mis en œuvre au Japon. Et 3e point, qui était sur le fret, exactement. Le fret ferroviaire. Alors je vous l'ai dit, j'ai parlé de ça, cette problématique du fret avec un expert de la Banque mondiale, un spécialiste qui est éthiopien et qui est l'un des meilleurs spécialistes sur le fret ferroviaire, qui a fait différents rapports là-dessus. Et il me disait, mais en fait, il faut surtout pas appliquer une seule recette pour le fret. Aux États-Unis, par exemple, ce sont des grandes compagnies privées. C'est des géants privés incroyables qui utilisent les États-Unis. Il me dit, là, la privatisation a fonctionné pour le fret. Mais en Europe, de penser privatisation pour le fret ne marchera pas sur des territoires beaucoup plus petits. Et là, il faut vraiment avoir raison gardée et trouver d'autres formes. Il y a eu un peu l'exemple américain qu'on a voulu reproduire et pour le coup, qui ne fonctionne pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout simplement une vraie politique du fret ferroviaire qui nécessite des investissements sonnants et trébuchants parce que aujourd'hui, on a vu une fois de plus un pays qui a bien compris l'intérêt du fret ferroviaire. J'en ai parlé, c'est la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie. Mais ils l'ont fait comment? En injectant énormément d'argent public. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la privatisation et des problèmes que ça cause en Grande-Bretagne. Vous nous avez dit que ça allait changer. Ça, j'aimerais avoir quelques informations de plus là-dessus. Et je me demandais si aussi, un des points qui nous déglingue les trains, c'est la régionalisation. Parce que quand on voit en France qu'autrefois on faisait un Paris-Béziers 2 jours, je ne vous parle pas de la nuit, dans un train unique, on y passait le temps qu'il fallait, mais on arrivait à terme. Maintenant, c'est plus possible. Il faut s'arrêter à Neussargues et prendre un autre train pour traverser l'Occitanie. Donc, je pense que la dégradation sévère de la SNCF, ça vient aussi de ça. Complètement. Monsieur parle de la plus belle ligne de train française. Qui a pris le Paris-Béziers, qui passe par un viaduc construit? Ah ben oui, on lève les doigts. Le Paris-Béziers. On fait un petit sondage Ipsos. Waouh! Il va y avoir de la concurrence sur les plus belles lignes de train. Mais le Paris-Béziers avec le viaduc d'Eiffel, évidemment, il est incroyable. Et quand on voit son état aujourd'hui, vous avez complètement raison. Cette problématique alors, déjà par rapport à la question de la privatisation, je tiens quand même juste à préciser que oui, il y a eu énormément de dérives et qu'il y a une renationalisation du rail en Grande-Bretagne, mais il peut y avoir aussi des aspects positifs. La start-up Midnight Trains qui relance des trains de nuit, par exemple, qui va sur quelque chose que la SNCF ne savait plus faire, sans doute là, pour le coup, tant mieux. Il y a des aventures malheureusement qui ont un peu raté. Railcoop, qui a été une coopérative ferroviaire pour relancer justement ces desserts du territoire, qui aujourd'hui a une situation économique désastreuse. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont pris des parts dans Railcoop parce que c'était sous le format de scope d'un point de vue économique. Et c'était l'idée qu'avait Railcoop de réutiliser, ça répond vraiment à votre question, la ligne. Ils voulaient relancer notamment la ligne Lyon-Bordeaux qui avait été arrêtée d'être exploitée par la SNCF. Or, évidemment, c'est une desserte majeure des territoires. Et cela va, évidemment, dans le sens que vous parlez, puisque les régions, je reprécise évidemment par rapport à la question posée, ce sont les régions maintenant qui sont acteurs en matière de transport. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une région très investie
sur le rail. Tant mieux. Vous avez des régions qui vont jouer évidemment la carte à fond, qui vont mettre en place des choses. Par exemple, en Occitanie, vous avez Carole Delga qui a beaucoup misé en présidente de région sur le train avec des offres à très faible prix de billets et ainsi de suite. Mais vous avez au-dessus, par exemple, au-dessus de l'Occitanie, vous avez quoi? Vous avez Rhône-Alpes-Auvergne. Et là, vous avez Laurent Wauquiez, qui aime pas trop le train. Et Laurent Wauquiez, par exemple, vous avez des trains qui s'arrêtent maintenant au niveau régional. Mais c'est incroyable, vous avez des habitants qui ont juste le malheur de vivre de l'autre côté de la région et le train, avant aller jusqu'à chez eux, il s'arrête maintenant parce qu'il est effectivement régionalisé. Et je pense que c'est effectivement une vraie problématique derrière, même si, évidemment, après, quand on est dans une région et qu'on voit qu'elle fonctionne, moi je suis d'origine alsacienne, et à Strasbourg, je peux vous dire que c'est une région qui a énormément investi dans le train. Et donc là, on en voit l'aspect plutôt positif, pour le coup. Mais il y a énormément de contre-exemples. À propos de la France, on a toujours misé sur le TGV en abandonnant complètement les lignes régionales. Alors Paris, Limoges, Brive, Paris, Clermont-Ferrand. Je ne parle pas du train de nuit Aurillac, une ville que je connais bien, qui a eu un démarrage désastreux, pas de matériel, pas de conducteur. Un TGV quand même qui est très cher. Alors je me demande, vous voyez, quand il faut par exemple pour aller à Aurillac faire 8 heures de train dans la journée avec un changement, quel ingénieur, quel technicien, quel banquier va accepter de faire ce voyage pour travailler. Et je me dis, dans ces conditions, comment on peut encore vouloir prendre le train alors qu'un avion, on met 1 heure et ça coûte pas plus cher? Alors là, plusieurs questions dans votre réponse. C'est déjà un scandale que l'avion, ça coûte pas plus cher. Ça, c'est une vraie question et qui va peu à peu évoluer. Exactement. Je pense que ça, c'est le plus grand scandale. Et la balle est notamment dans le camp de l'Union européenne pour une question, comme vous le savez, de taxation aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment que ça change parce que c'est évidemment absolument scandaleux. Il y a bien sûr, et c'est subventionné par les régions et ainsi de suite, mais quand on voit des créations de lignes entre Lille et Lyon, d'avions, enfin il y a des choses totalement aberrantes, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut suivre les préconisations du GIEC, notamment en termes d'horaire où il faut tout simplement interdire, moi je suis pour tout simplement une interdiction de lignes aériennes sur beaucoup plus importante que le choix de volume horaire qui a été récemment fait, donc il faut aller là-dedans. Sinon on n'y arrivera pas, tout simplement. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont évidemment les plus grands scientifiques. Et après, effectivement, le vrai scandale, il y avait un article passionnant qui avait été fait sur la ligne Paris-Bourges. C'est un peu la même chose. Paris-Bourges, on mettait beaucoup moins de temps, il y a 50 ans, pour faire Paris-Bourges qu'aujourd'hui. Parce que le réseau est extrêmement vétuste, il y a eu un sous-investissement du réseau. C'est-à-dire qu'on a pensé train, vous savez, de la même manière où on pense passager et on pense pas fret, on pense le train qui circule, mais on oublie les rails. Jusqu'évidemment aux catastrophes, on pense à Brétigny-sur-Orge qui nous est venu nous rappeler qu'il fallait peut-être entretenir mieux notre réseau. Et donc effectivement, l'entretien du réseau, ça doit être une priorité. C'est pour ça que SNCF Réseau, c'est aujourd'hui évidemment une priorité d'investir là-dedans, parce qu'on voit bien, l'expérience de Railcoop nous a montré que malheureusement une coopérative ferroviaire, là, n'y arrive pas, parce qu'une fois de plus, l'économie que nécessite le train, de faire rouler des trains, est tel qu'on a besoin de l'État. Et donc, on a besoin d'une véritable politique ferroviaire. Et par rapport au train de nuit, vous imaginez l'argent perdu, l'argent que nous tous, on a perdu quand on a décidé de supprimer ces trains de nuit, de revendre notre matériel, et qu'au discours, ça c'est en 2019, Emmanuel Macron, devenu président, au discours du 14 juillet, l'année dernière, dit « on met 100 millions pour relancer les trains de nuit », les mêmes qui avaient été supprimés. Vous imaginez la gabegie et excusez-moi, il y a vraiment d'un point de vue de politique économique et de transport, il n'y a aucun sens là-dedans. Et ce manque de cohérence, aujourd'hui, on le paye directement, là où d'autres pays, une fois de plus, je vous invite à prendre le train en Autriche, qui a été un pays qui a vraiment misé là-dessus, ou en Suisse, une fois de plus, inspirons-nous de ces pays-là, où effectivement, le cadencement, la ponctualité montrent, et prenons ces exemples-là, je suis sûr que ça peut fonctionner et effectivement, moi je suis personnellement, mais c'est mon avis personnel, pour freiner le développement des projets à grande vitesse qui peuvent encore exister, je pense notamment jusqu'à Toulouse ou Perpignan, et par contre miser sur ces lignes-là qui ne doivent pas être abandonnées au service de la population. Et je vous remercie beaucoup, bien sûr, de l'expérience que j'ai vécue grâce à vous. Je dois dire qu'enfant, je voyageais la nuit tout simplement parce que c'était plus sécurisé que dans la journée. Voilà.
Mais ma question, c'est quel est le rôle... Alors, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de polytechnicien dans la salle, parce que ma question est un peu impertinente, dans la mesure où l'on m'avait expliqué, ma famille étant grand fournisseur de polytechniciens, qu'eux-mêmes dirigeaient les chemins de fer, pour la raison essentielle que, militaires, ils avaient besoin du rail. Bon, ça c'est les commentaires familiaux. Donc ma question, à travers votre schéma, me fait comprendre que pour ce qui est de l'Europe, la France, si elle voulait participer, donc c'est ma question, si la France voulait participer à une extension des trains, et en particulier de nuit, il faudrait d'abord convaincre la direction générale et son président de l'intérêt d'une telle affaire. Et on sait bien que les polytechniciens sont des grands mathématiciens. Ils savent compter, paraît-il. Alors, effectivement, mais vous savez, je pense qu'on a, pour moi, une très très bonne nouvelle. C'est que on voit de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui sortent de ces grandes écoles et qui aujourd'hui, ils veulent plus aller travailler chez Total, ils veulent plus travailler dans l'aéronautique, ils veulent travailler pour le ferroviaire ou pour évidemment des missions engagées d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental. Et donc ils vont de plus en plus. Il y a une vraie, là vraiment, il y a énormément d'articles qui sont sortis et qui expliquent ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même extrêmement forte aujourd'hui là-dessus. Et donc on a vraiment des savoirs très forts là-dessus pour essayer de développer justement notre politique ferroviaire. Après, une fois de plus, c'est une question d'investissement, de moyens. Vous avez raison de dire qu'il y a un lien stratégique. Je l'ai parlé sur le Rail Baltica. Évidemment que l'Europe s'est alliée à l'OTAN là-dessus et que le train joue cet aspect-là. Mais moi, je suis très confiant dans les nouvelles générations d'ingénieurs, notamment, pour apporter. Et on voit notamment dans beaucoup de développement, même d'un point de vue. J'ai parlé par exemple Alstom, Clément Beaune me l'expliquait, comment les ingénieurs chez Alstom, en voyant la situation en Ukraine, se sont dit il faut résoudre cette problématique de l'écartement et trouver des solutions techniques. Et évidemment, ils ont phosphoré, ils phosphorent là-dessus. Et on a quand même évidemment, je pense aujourd'hui, des belles compétences en la matière.